panafricanisme aujourd'hui, c'est une idéologie qui mobilise les Africains de la diaspora et ceux du continent. Et surtout, c'est les mouvements les plus à gauche, communistes ou progressistes, qui sont vraiment les grands véhicules de cette idée panafricaniste, parce que les leaders originels du panafricanisme, les plus en vue, c'était des communistes, des gens qui luttaient pour l'indépendance, pour la rupture avec le colonialisme et l'impérialisme. Je crois que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les mouvements qui portent le panafricanisme sont parmi les plus radicaux sur le continent. Voilà. De ces conflits, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Afrique de l'Ouest. En cas si c'est les conflits liés aux extrémismes, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation et que les gens qui sont là ne le font pas au nom de l'islam, donc il ne faut pas qu'on confonde, ils le font au nom de leurs propres intérêts. Et on se rend compte que c'est des zones où il y a beaucoup de business, on les appelle beaucoup les narco-salafistes, parce qu'il y a beaucoup de trafic dans les zones où ils sont. Et c'est plus pour moi ce trafic-là qui les intéresse que la propagation de l'islam. Parce qu'on ne vient pas dans une région où tout le monde est musulman pour dire aux gens non, on va vous apporter l'islam. Ça n'a pas de sens. Par contre, dans les zones où ils viennent, comme le Nord Mali, on sait qu'il y a beaucoup de pétrole, comme par hasard. Chaque fois qu'il y a des mouvements comme ça, c'est des zones extrêmement riches. Donc on veut nous faire croire qu'il y a un problème de religion alors que c'est un problème de ressources minières ou du sous-sol. Donc, et souvent les gens qui veulent intervenir aussi ne le font pas pour nos beaux yeux, ils le font pour le contrôle des ressources qui sont dans les zones contrôlées par les narco-salafistes. Donc il y a beaucoup de manipulation, mais c'est parce que nous avons des États faibles et des armées faibles qu'on se laisse envahir. Donc il faut que les Africains aient des armées fortes, il faut investir dans la défense et qu'on ne nous dise pas qu'on n'a pas le droit d'investir dans notre défense. Il faut qu'on ait des armées fortes et un haut commandement centralisé. On revient toujours à ce que Kwame Nkrumah dit, une armée forte. Voilà, c'est grâce à ça qu'on assure sa sécurité. Des mouvements qui se prétendent islamiques, que ce soit Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, que ce soit le mouvement, para-mouvement des Touaregs, et qui ont un projet d'un espèce de grand État islamique sahélo-saharien. Nous savons que les leaders de ces mouvements ne sont pas seulement des criminels, ce sont des canailles, et des canailles bien connus. L'un d'entre eux avait été d'origine algérienne, avait été un grand trafiquant de cigarettes, de drogue, d'armes. Bon, c'est-à-dire, tout cela n'a pas grand-chose à voir avec l'islam comme religion. Hein. C'est un drapeau qu'ils prennent. Et ils ont été non seulement tolérés, mais peut-être même soutenus, pas toujours visiblement, mais soutenus par les États-Unis, par la France, avec, on peut dire, quand on dit la France, avec la complicité de l'Union européenne. Et c'est ça qui est à l'origine de la tentative d'éclatement du Mali. Au Mali, le développement du Nord a été délaissé pendant très longtemps et que ceux-là ont toujours vécu
comme donc des Maliens de deuxième zone, et ils étaient beaucoup plus proches du Maghreb, c'est-à-dire des pays comme la Libye et autres, où il y avait des migrations entre donc, le Mali et les pays d'Afrique du Nord, et qu'ils ne se reconnaissaient pas réellement comme Maliens à part entière. Donc cela a été exacerbé par la suite dans les années 70 avec la désertification, avec les crises alimentaires, avec donc l'avancement du désert, qui font qu'en réalité nous avons au Mali donc la scission du pays en deux. Le nord qui représente plus de 2/3 de la population, mais qui est 3 ou 5 fois plus pauvre que le sud ou le centre. Ce qui était inadmissible. Et que donc les mouvements qui existaient comme le MNLA ont commencé des actions rebelles, il y a eu des négociations, il y a eu par la suite des accords dans les années 70, dans les années 90, mais qu'en réalité on se trouve donc en ce 21e siècle que le conflit était relancé entre le nord et le sud. Et que ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a ce mouvement migratoire avec la chute donc, de Kadhafi, et que l'on trouve que la plupart donc, de ces habitants du nord étaient aussi bien maliens que libyens. Il y en a certains d'entre eux qui étaient même intégrés dans l'armée du Sahel, donc de Kadhafi. Ce qui fait que, avec la chute de Kadhafi, il y a eu la circulation des hommes, mais aussi la circulation des armes. Et que le gouvernement malien n'avait pas pris certainement de ATT toutes les mesures de sécurité idoines pour empêcher donc l'éclatement d'un tel conflit. Et que les frontières étant perméables, et nous avons effectivement des djihadistes qui viennent du sud algérien, qui étaient acculés par l'Algérie au-delà de Gardea vers les frontières du Niger et les frontières du Mali, et que ceux-là sont venus donner main forte au MNLA, le mouvement de libération de Azawad, qui en réalité a bénéficié, même pendant le règlement de ce conflit, des attaques, d'un statut spécial. C'est-à-dire que la France a bien fait d'intervenir, mais n'ont pas désarmé le MNLA. Parce que c'était leur allié pour pouvoir accéder donc à l'intérieur du Sahara et combattre les djihadistes radicaux de Al-Qaïda. Mais le revers de la médaille, c'est que les MNLA ne pouvaient pas aussi facilement se soumettre à l'autorité centrale du Mali. Il a fallu donc qu'il y ait la force de l'ONU et les forces africaines pour véritablement stabiliser relativement donc, cette région qui est traversée par des mouvements donc, islamistes comme le Moujao et comme Ansaruddin, et qui veulent en finir avec l'islam confrérique ou l'islam maraboutique pour imposer un ordre de l'islam un peu salafite avec l'application stricte de la charia. C'est ce qu'ils avaient commencé à faire dans les régions qu'il avait donc occupé, la région de Tombouctou précisément. Donc je crois que cela était contraire à la culture africaine d'une part, et d'autre part c'était aussi contraire à l'esprit de tolérance qui a toujours existé dans cette région. Ce n'est pas l'intervention française qui résoudra les problèmes.
parce que l'intervention française militaire, elle ne remet en question rien du système économique et social déplorable qui est à l'origine de la crise et de la défection du peuple malien. Et dans ces conséquences, dans ces conditions, l'intervention, la solution n'est pas militaire. Elle n'est pas non plus politique au sens des élections, puisque, comme je l'ai dit, ces élections n'ont aucune crédibilité auprès des peuples, puisqu'elles ne donnent rien. La solution, elle est dans le changement d'orientation des politiques économiques. Donc de rentrer en conflit ouvert, dès que l'on dit ça, en conflit ouvert avec la logique du néolibéralisme mondialisé qui est dominante. La situation est plus politique que religieuse. Il est plus politique que ethnique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore des pays où il y a des régimes démocratiques, où la société civile et l'ensemble des composantes ont droit au chapitre, peuvent parler, peuvent donner leur point de vue, peuvent s'opposer démocratiquement à un régime et qu'il y ait des élections libres et transparentes où on permet à tous les groupes de se constituer en partis politiques, en groupes sociaux pour apporter bien leur pierre à la consolidation de l'édifice de l'État. Parce que nous avons des États-nations naissantes qui n'ont pas encore des fondements solides, mais qu'il y a l'accaparement d'une classe politique du pouvoir depuis les indépendances jusqu'à maintenant, bien que ça commence à changer depuis une dizaine d'années avec la démocratisation relative des États. Mais ceci n'est pas encore général et que les particularismes nationaux, les particularismes régionaux et les particularismes religieux vont disparaître avec la démocratisation des États. La démocratie telle qu'elle est entendue dans les masses médias, c'est-à-dire la démocratie électorale, des élections à peu près honnêtes, présidentielles et parlementaires, n'a plus aucune crédibilité. À quoi sert cette démocratie ? Nous en avons vu un exemple tragique dans le cas malien. C'est le peuple malien qui a abattu la dictature de Moussa Traoré à travers 1 an ou 2 ans de lutte qui ont coûté beaucoup de morts, des jeunes extrêmement courageux, c'est-à-dire pratiquement on peut dire une révolution populaire. Elle a débouché immédiatement sur le rétablissement d'une sorte de démocratie électorale. Et puis qu'est-ce qu'on a vu? Cette démocratie électorale, le Parlement élu, le président élu, sans aucun pouvoir de changer quoi que ce soit, parce que le système mondial leur imposait, continuait à leur imposer les recettes néolibérales. Alors, dans ces conditions, la voie a été ouverte à des dérives, soit des dérives para-islamiques, je dis para-islamiques parce que l'islam comme religion n'a pas grand-chose à voir avec cela, de retour, de construction d'un État soi-disant islamique, soit des régressions ethniques, je ne les appellerai pas tribales, mais je les appellerai ethniques, c'est-à-dire de repli sur l'ethnicité comme alternative à la nation. Autrement dit, tout ce qui avait été réalisé en Afrique, on peut être très critique, mais entre 1960 pour les pays africains qui ont reconquis leur indépendance à cette date, jusqu'à 1970 ou 80, pendant une vingtaine d'années, l'Afrique a progressé dans des formules diverses. C'était l'époque du grand mouvement des non-alignés, issu de la conférence de Bandung en avril
1955, qui avait aidé à accélérer l'accès à l'indépendance des pays africains. Les pays africains, pendant cette vingtaine d'années, ont progressé. Ils se sont modernisés, je n'aime pas le terme, mais enfin bon, à défaut d'un autre, on peut l'utiliser. C'est-à-dire la construction ou la reconstruction d'un État national. Et quand je dis État national, c'est-à-dire transethnique, qui reconnaissait et associait des gens, des êtres humains appartenant à des ethnies, si on accepte ce terme, différentes, parlant parfois des langues différentes. Je parle des langues africaines, autres que les langues officielles, anglais, français ou portugais, principalement. Et le début de la construction d'une nation, avec, même si peu efficace ou mal distribuée, une progression importante dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la mise en place d'infrastructures et d'administration modernes. Bon, tout cela est en train d'être effacé par le libéralisme sans limite, par l'ultralibéralisme, avec des arguments comme ne contrôlez rien, que l'État ne contrôle rien et le capital privé viendra vous développer. L'État ne contrôle plus rien, mais le capital privé ne vient rien développer. Quand il vient pour piller les ressources naturelles, les hydrocarbures, mais pas seulement cela, l'uranium, les métaux rares et la terre. Ce qu'on appelle en anglais le land grabbing, c'est-à-dire le vol des terres, l'expulsion des paysans pour donner les terres à l'agro-business, de toute nationalité. Tout cela est une régression fantastique. Alors, il y a cette régression fantastique, elle entraîne, comme je le dis, des révoltes. Ce ne sera pas un combat facile d'arriver aux États-Unis d'Afrique parce qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Union africaine beaucoup de leaders mal élus qui gèrent, donc qui ne sont pas prêts à laisser la souveraineté à une entité supranationale. Mais je pense que c'est la seule voie de survie pour les Africains. On arrive à justement à laisser un peu de notre souveraineté pour qu'il y ait un gouvernement, par exemple, comme dit Kwame Nkrumah, qui va gérer un ministre qui va gérer, par exemple, la défense, un autre qui va gérer le commerce, un autre qui va gérer la diplomatie. Je pense que c'est par des voies comme ça, en parlant d'une seule voix à l'OMC, en parlant d'une seule voix avec le FMI, avec la Banque mondiale, qu'on pourra être indépendant. Donc les États-Unis d'Afrique, c'est un projet plus que nécessaire si on veut s'en sortir. Il ne peut pas y avoir de paix ou de développement avec la guerre. Et donc je crois que tous les pays africains devraient donner aujourd'hui des moyens militaires, financiers et matériels, logistiques, eh bien, avant de tendre la main à l'Occident. Ce n'est pas la France de venir régler nos problèmes, ce n'est pas aussi les États-Unis de venir régler nos problèmes comme le président nigérien l'a toujours demandé. Non, il faut demander aux pays africains frontaliers, il faut demander au niveau de la CEDEAO, parce que le Nigeria m'avait bien donné l'exemple avec la crise au Libéria, qui avait donné le gros de l'effectif. Mais je crois qu'aujourd'hui que le Nigeria est en difficulté peut demander à tous les autres pays de la CEDEAO, de SADC ou même de l'Union africaine de venir en aide pour vraiment extirper donc, le phénomène de Boko Haram au Nigeria. Parce que c'est un précédent très dangereux pour l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la jeunesse africaine. Quand l'Afrique a reconquis son indépendance, et je dis bien reconquis, on ne lui a pas donné sur un plateau doré, alors il y a eu à ce moment-là un bon geste qui a été la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis la Communauté africaine, changer de nom sans changer réellement de... qui a été fondée sur
quelques grands principes. Un, bon, les États tels qu'ils sont, avec leurs frontières, on ne discute pas de leur légitimité. On ne va pas rentrer dans des guerres sans fin de frontières. Deuxièmement, solidarité de tous les pays africains pour soutenir ceux qui continuaient à être engagés dans la lutte, qui n'avaient pas encore reconquis leur indépendance. En particulier, les colonies portugaises, Angola, Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau, mais aussi l'Afrique du Sud, et même à l'époque, ce qui était encore la Rhodésie du Sud, de Ian Smith. Et c'était un très bon principe. Le troisième principe, c'était d'amorcer des intégrations économiques sous-régionales. C'est l'OUA qui a été à l'origine de la création de l'ECOWAS, la sous-région de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec des États dits francophones et d'autres dits anglophones, c'est-à-dire avec les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies britanniques. Et la communauté de l'Afrique de l'Est, et maintenant de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, etc. Mais les projets de coopération sous-régionaux ont été toujours conçus dans un esprit libéral, de marché commun, sans plus. Or, ce n'est pas la bonne formule. Parce qu'un marché commun, et on l'a vu dans le cas européen, avec la crise grecque à l'heure actuelle, un marché commun favorise toujours les plus forts et défavorise les plus faibles. Et en Afrique comme ailleurs, les États n'ont pas le même degré de puissance économique. Donc ce n'est pas la formule. La formule pourrait être une coopération au Grand Sud, mais c'est énorme, ou des coopérations régionales comme le continent africain, ou même sous-régionales. Conçues dans un esprit qui n'est pas le néolibéralisme, mais qui est le soutien à des solutions nationales, démocratiques et populaires. J'insiste sur populaires, c'est-à-dire des politiques économiques dont les classes populaires voient les résultats en leur faveur rapidement. Cette question de la paix, comment faire pour avoir une paix durable en Afrique?
La deuxième question, c'est la participation des organisations de la société civile. Et quelle place pour les jeunes, quelle place pour les femmes, les processus de participation. Et troisièmement, il y avait la question de la dette. Votre interview arrive au moment où le peuple grec vient de donner un bon exemple de refus et également de maturité. D'autres peuples vont suivre. Ce combat contre la dette, Sankara l'avait mené. Nous aussi, au niveau de la société civile africaine, nous avions en 2000 organisé une grande rencontre ici à Dakar. À ce moment, j'étais président du Conga, concernant l'annulation de la dette des pays du tiers-monde. Mais aujourd'hui, ironie de l'histoire, le combat le plus fort vient de l'intérieur du système, de l'Europe. Donc ça montre aussi que le combat des peuples africains, c'est un combat international, parce que certaines pratiques expérimentées par le FMI, la Banque mondiale, ces pratiques-là, c'était expérimental, c'est des pratiques expérimentales qu'on a voulu ensuite appliquer aux peuples européens. Donc la nécessité de l'internationalisme des peuples, l'internationalisme prolétarien Mlimlouk. Il faut un nouvel internationalisme prolétarien, un nouveau panafricanisme. Parce que le panafricanisme d'hier aussi a montré des limites. Et aujourd'hui, les errements qu'on voit au Soudan, qu'on voit un peu partout, c'est des incidents révélateurs. Je pense que ce n'est pas sur la base de la peau que les gens vont s'unir, mais sur la base des intérêts de classe parfois. Il y a aussi des intérêts culturels, des intérêts spirituels. Bref, il y a tout ça à gérer. La géographie, ça joue un rôle très important. Je dis souvent les amis que la dimension géographique est capitale. De crise multiforme, crise économique, crise sociale, crise environnementale, crise énergétique, mais aussi avec une recrudescence des conflits armés qui sévissent dans le continent et dans le monde. Au Sénégal, nous connaissons une crise au sud du pays qui fait partie des crises les plus vieilles de l'Afrique occidentale. Nous venons de sortir de la situation de crise du Mali, la situation en Somalie, au Libéria. Donc beaucoup de crises nées du fait que les injustices et les inégalités continuent de s'approfondir à l'intérieur des États et entre les États. Ce qui fait que la course justement vers le pouvoir, l'accaparement des ressources par une minorité font que les inégalités et les injustices s'approfondissent et les marginalités se construisent et que dans cette situation-là, effectivement, il est illusoire de penser que le monde va retrouver la paix et la quiétude pour que les populations puissent engager les chantiers du développement économique et social. Il y a quand même un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est les ravages opérés par la mondialisation néolibérale, l'ouverture incontrôlée au capital étranger depuis une trentaine d'années, exactement depuis la conférence du G7 à Cancun en 1981, lorsque le président des États-Unis de l'époque, Reagan, a pris l'initiative d'une offensive imposant le néolibéralisme au monde entier, avec le soutien, et il faut le dire, de tous les États européens de l'époque. La France était à l'époque représentée à Cancun par le président Mitterrand, et il a acquiescé au plan de Reagan, de mise en place du néolibéralisme mondialisé. Ce néolibéralisme mondialisé est une catastrophe sociale, partout, même en Europe. Vous le voyez avec l'exemple grec à l'heure actuelle. Mais peut-être en Europe, cette crise est moins grave, elle est grave, mais moins grave qu'elle n'est dans les pays africains parce qu'ils ont un certain coussin de sécurité dû à leur développement antérieur, etc., etc.
la catastrophe sociale, économique et sociale, se traduit par la destruction de l'économie paysanne. Et en conséquence de cette destruction de l'économie paysanne, la migration accélérée vers les, je ne dirais pas vers les villes, mais vers les bidonvilles, et même les tentatives dramatiques d'émigration vers l'Europe ou l'Amérique. Les boat people qui partent de Guinée et du Sénégal vers les Canaries ou du Maroc vers l'Espagne, à travers la Méditerranée vers Malte et l'Italie, en sont les exemples les plus tragiques. Mais ça se traduit également par une perte d'espoir dans l'avenir, notamment des jeunes. L'horizon est totalement bouché et par conséquent, pour eux, la nation ne signifie plus rien. La nation signifie le chômage, la maladie, la mort. C'est du gâchis énorme que de voir autant de jeunes mourir ou périr dans les océans Atlantiques et dans la mer Méditerranéenne, uniquement dans le souci ou le souhait d'aller émigrer uniquement parce qu'il fait mal vivre. C'est vraiment un point de vue, un sentiment de regret, de douleur qui m'anime quand je pense à tout ça. Maintenant, je ne vais pas en profondeur sur les causes, mais il faut sans doute aller vers quelles solutions possibles. Parmi ces solutions, je pense qu'il faut développer en Afrique des programmes d'auto-emploi. Des programmes d'auto-emploi, des programmes d'initiative personnelle et propre, soutenus par les gouvernements et par les États, et qui peuvent permettre à ce que les jeunes arrivent, pourquoi pas, à créer des espaces d'épanouissement, des espaces d'auto-promotion capables de leur permettre d'être plus ou moins à l'aise. Mais cela veut dire aussi qu'il faudra qu'il y ait des mutations sur la notion de l'emploi. On ne peut pas penser que l'emploi n'est emploi que quand moi jeune, je suis embauché dans un bureau. L'embauche est la plus grosse malchance de mon point de vue. Il faut aller dans la dynamique de dire qu'est-ce que je peux faire de moi-même à partir de ma formation, à partir de mes possibilités, à partir de tout ce que j'ai comme potentialité, mais pour avoir un espace d'activité personnelle qui me permet de pouvoir me mettre à l'aise. Sachant qu'en Afrique, jusqu'à présent, effectivement, la femme reste marginalisée, en tout cas pas tout à fait, disons, intégrée ou prenant une part active. D'un pays à un autre, ça diffère, mais l'enjeu est toujours là. Les questions d'égalité, les questions d'équité de genre restent d'actualité. Et dans notre pays, au Sénégal, peut-être que nous avons pu, en tout cas, acquérir certaines avancées ou réaliser certaines avancées, comme la loi sur la parité, qui au niveau des instances électives et semi-électives, ou l'accès des femmes au sein des instances de décision, est aujourd'hui une réalité. Mais cela n'empêche que les questions d'éducation, les questions de santé, les questions liées à la pesanteur ou aux pesanteurs socioculturelles, le poids des traditions, certaines des traditions néfastes sur la femme sont toujours là, la question des violences faites aux femmes. Les jeunes, c'est-à-dire les moins de 35 ans, disons, représentent au minimum la moitié de la population dans la plupart des pays. Au Sénégal, on sait par exemple que les moins de 30 ans, c'est plus de 70% de la population. Donc les jeunes, en fait, constituent le démos en Afrique. Et donc c'est à partir d'eux qu'on va pouvoir créer des choses. Et c'est pour eux aussi qu'on doit essayer de créer des modèles économiques pour qu'ils puissent vivre une vie émancipée, épanouie, tout cela. Lorsqu'on dit les jeunes, je pense que c'est peut-être les jeunes qui sont adultes, qui ont l'âge de voter et qui sont soit à l'université, soit dans la vie active.
et qui doivent peut-être pouvoir aspirer à avoir leur mot à dire dans la gestion de la cité. Et je pense que le rôle qu'ils doivent avoir, les jeunes, c'est d'avoir de l'audace, comme disait le président Thomas Sankara. Lorsqu'on est jeune, ce qu'on a, c'est la vigueur de la jeunesse. Et la vigueur de la jeunesse doit aussi s'appuyer sur de la créativité. Parce que souvent, plus on avance en âge, plus on est un peu figé, plus on est un peu dogmatique au niveau des idées. Et donc ce qu'on attend des jeunes, c'est plus de créativité, qui puissent un peu remettre en question l'ordre existant, l'ordre intellectuel, épistémologique, moral ou politique, qui puissent nous dire ce qui ne va pas et vers où on doit aller, qui puissent un peu nous faire sortir des sentiers battus. Et je pense que c'est ça qu'on attend des jeunes, pouvoir nous faire sortir des sentiers battus, nous dire que nous n'allons pas dans la bonne direction et qu'il faut que nous rectifions nos comportements, que nous rectifions nos manières de penser. Je pense que c'est ce qu'on attend des jeunes. Et souvent, l'histoire de l'Afrique, on a vu que les personnes qui sont considérées comme révolutionnaires, comme nos modèles de panafricanisme, ils ont souvent été jeunes. On pense à Lumumba, à Cabral, à Thomas Sankara. Dans les mouvements sociaux, comme dans beaucoup de cadres organisationnels, l'avenir appartient aux jeunes. Aujourd'hui, que le continent africain est un continent où la moitié de la population ou plus est jeune, je crois qu'il est important que cette jeunesse, cette synergie, ces forces soient utilisées dans la mobilisation sociale et citoyenne et politique, dans l'éducation des populations et dans la réalisation aussi de projets importants qui vont dans le sens de développer et de faire émerger le continent. Maintenant, pour arriver à tout ça, il est bon que les jeunes soient à l'avant-garde. Nous savons qu'aujourd'hui que les femmes aussi ne sont pas restées les bras croisés. Elles s'activent au niveau des mouvements sociaux, au niveau des organisations de la société civile pour faire entendre leur voix, pour que la question de la prévention et de la résolution des conflits, que les femmes prennent une part active. Et là, nous avons vu qu'au niveau de la région ouest-africaine, il y a des réseaux de femmes qui s'activent, comme par exemple autour de la Sierra Leone, du Libéria, il y a le Manureve qui a constitué un groupe de femmes donc du Golfe de Guinée qui se mobilisent et qui continuent de travailler en synergie et en coordination pour prendre en charge la question des conflits en Afrique. Il faut plus d'éducation vers la connaissance est antique. Il faut que les Africains se connaissent eux-mêmes, connaissent les autres, ce qui demande aussi de l'ouverture, parce que le savoir est essentiel, le savoir est libérateur. Et en Afrique, nous avons besoin de savoir pour nous libérer. Parce que sur l'Afrique, c'est souvent les connaissances produites par les autres qui sont disponibles. C'est les autres qui viennent avec leur idée de l'Afrique, avec leur savoir sur l'Afrique, avec leur modèle sur l'Afrique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu des réflexions vraiment approfondies des Africains eux-mêmes sur l'Afrique. Ou en tout cas, lorsque ces réflexions existent, elles ne sont pas encore dominantes. Donc ce qu'il faudrait, ce sont des savoirs, comme on dit, endogènes, des réflexions endogènes qui permettent de mieux connaître l'Afrique et qui permettent de bâtir des modèles politiques, économiques, sociaux à travers ces connaissances-là. Il y a les organisations de la société civile qui ont leur rôle à jouer, c'est-à-dire qu'organiser des forums de débat, de discussions sur les questions de sécurité, sur les méfaits de la guerre. Les jeunes également devraient pouvoir être informés sur l'unité africaine, les conséquences de la guerre, aussi bien dans nos programmes d'enseignement à l'école primaire, secondaire, même à l'université. Mais malheureusement, jusqu'à présent, donc l'Afrique n'a pas encore intégré sa propre histoire dans ses programmes d'enseignement. Et que donc la sensibilisation des jeunes devrait commencer par l'école élémentaire sur
la nécessité de l'unité africaine, comme l'ont appelé Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Sékou Touré, Nasser, etc. Tous ces grands leaders ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice, apporter une vision, mais chez tous, ils ont apporté beaucoup de leur énergie, de leur âme, de leur sang. Ils ont tout donné pour ce continent. Donc chaque fois qu'on pense à eux, on se dit on ne doit pas faire moins. C'est pour ça que c'est eux qui nous inspirent, c'est eux qui nous donnent l'énergie de continuer. Et on n'a pas le droit de faire moins qu'eux. Parce que s'ils ont pu donner leur vie pour entrer dans le Panthéon, on a le devoir, nous, d'essayer au moins de donner quelques secondes de nos vies. Si on n'a pas le courage de donner nos vies, au moins quelques secondes de nos vies aussi, on peut les donner à ce combat. Parce qu'ils se sont battus pour qu'on soit libre, qu'on puisse faire cette interview aujourd'hui. Il a fallu que des gens tombent pour ça. Donc rien qu'en mémoire de ça, on n'a pas le droit, nous, de baisser les bras.